Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Salut Christophe. 14 ans après les premiers soulèvements, la Syrie est-elle en train de replonger dans la guerre civile ? Le mercredi 27 novembre, les rebelles, jusque-là cantonnés dans le nord-ouest du pays, ont lancé une offensive aboutissant à la prise d'Alep le dimanche 1er décembre. Et l'avancée continue. À l'heure où on enregistre ce podcast, les rebelles amenés par l'organisation HTC, héritière d'Al-Qaïda, se trouvent à seulement quelques kilomètres de la troisième ville de Syrie, Homs, située elle dans l'ouest. La veille, c'était de la ville d'Hama qu'ils s'emparaient. Premier bilan de ces combats, au 5 décembre, un peu plus de 700 morts et une centaine de milliers de déplacés, selon les chiffres de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et le but de cette rébellion est clair, renverser le régime de Bachar al-Assad. Jean-Marie, Alain, le régime semble débordé par cette offensive des rebelles, mais pour commencer, j'aimerais savoir, Alain, qui sont ces rebelles ? Une nouvelle organisation a fait son apparition et elle semble être à la pointe des combats. Cette organisation, c'est HTC, ou en français, l'Organisation de Libération du Levant. Alors cette organisation, on la connaît bien, on connaît l'origine, on connaît le dirigeant, Al-Jouni. L'origine, c'est Al-Qaïda en Syrie. C'est la branche syrienne d'Al-Qaïda au départ. Et au début de la guerre syrienne, des guerres syriennes, en 2011, elle fait partie de l'opposition à Bachar al-Assad, telle qu'elle, en tant que branche syrienne d'Al-Qaïda. Au fur et à mesure des batailles et des combats, elle va se transformer en une autre organisation, moins alignée, un peu moins alignée sur le djihadisme radical d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Elle va s'appeler Al-Nusra. Et cette organisation va combattre l'État islamique aussi en Syrie. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la guerre, vers 2016-2017 ? Les Russes ont appliqué une stratégie qui était la suivante. Partout où sont les rebelles, essentiellement dans les villes, on bombarde, on casse la ville, on casse les hôpitaux, on casse les marchés, les commerces, et on propose à la population civile et même aux rebelles de partir. Oui, on rappelle que les Russes étaient du côté du régime de Bachar al-Assad. Les Russes défendaient le régime de Bachar al-Assad, l'Union soviétique, puis la Russie. L'accord a été renouvelé. Il y a eu cet accord de défense, un accord réciproque entre deux États, entre les Russes et la Syrie. Donc les Russes étaient du côté de la Syrie, du côté du régime, de même que l'Iran était aussi un des piliers du régime de Bachar al-Assad. Sans la Russie, sans les forces iraniennes au sol, sans le Hezbollah libanais et les chiites libanais, l'armée chiite libanaise, c'est important, on en parlera tout à l'heure, elle joue un rôle par son absence dans cette histoire. Sans l'armée chiite libanaise, le régime n'aurait pas gagné la guerre, il aurait perdu la guerre. Donc on bombarde les villes, c'est la stratégie de bombardement des villes, notamment les installations civiles, tout ce qui permet la vie économique, etc. Et on dit aux gens, si vous fuyez, il y a une région où on ne vous attaquera pas. Il y a une région refuge, tout au nord de la Syrie, la région d'Idlib. La Syrie, c'est assez simple. Il y a une seule grande route, c'est la M5, et toutes les grandes villes sont autour de cette route. Et en bas, il y a Damas. Et puis, si vous allez sur l'ouest, à quelques 50 ou 100 kilomètres, vous avez la mer. D'ailleurs, la progression des rebelles, si on la suit, en fait, suit cette route. Elle suit cette route, de exactement. Alep jusqu'à Damas. Et donc, les gens se sont réfugiés. Il y a 3 ou 4 millions de réfugiés, plus 1 million de gens qui habitaient la région d'Idlib. Donc, les rebelles se sont réfugiés eux aussi dans la montagne d'Idlib, pratiquement à la frontière turque, tout à côté, à une vingtaine de kilomètres de la frontière turque. Ils sont réfugiés. Il y avait plusieurs groupes. Il y en a un qui a pris la tête des rebelles, c'est l'Organisation de Libération du Levant, HTC, et qui a organisé la vie civile et la vie économique, etc. Alors c'est une organisation islamiste, c'est l'islam politique, c'est véritablement la matrice originelle, c'est l'idéologie de ce groupe. Mais il a compris qu'il fallait aussi administrer, qu'il fallait administrer des gens qui étaient d'opinions différentes. Et donc, petit à petit, en principe, en tout cas dans sa présentation, c'est un groupe, je ne dirais pas qu'il est devenu laïque, mais c'est un groupe qui a fait attention à ne pas mettre en avant ses racines islamistes. Et c'est d'autant plus important maintenant qu'ils sont à Alep, puisque Alep est une ville multiconfessionnelle et multiethnique, etc. Donc, ils ont pris le pouvoir dans la région d'Idlib. Pour faire ça, ils ont été appuyés par la Turquie d'Erdogan, qui a très vite pris le parti des rebelles contre le régime de Bachar al-Assad. Et donc,
La Turquie a facilité aussi les relations, l'aide de tout genre à ce groupe d'organisation de libération du Levant. Et sans le feu vert des Turcs, il ne serait pas descendu sur Alep. On va revenir sur cette implication turque, mais juste avant, Alain, vous avez parlé de ce groupe HTC en 2011. Quand les rebelles se soulèvent contre Bachar al-Assad, lors de la première révolution, on a des forces composées de l'armée syrienne libre, qui sont d'anciens militaires du régime qui ont fait défection. On a Al-Qaïda, comme vous l'avez dit, et puis on a les Kurdes. Aujourd'hui, dans ce groupe de rebelles, c'est très schématique, mais dans ce groupe de rebelles, est-ce qu'on a la même composition? Est-ce qu'on a aussi des Kurdes et est-ce qu'on a aussi des anciens militaires de l'ASL? Oui, il y a des anciens militaires de l'ASL sont là, des petits groupes aussi djihadistes ou islamistes sont là. Il n'y a pas que HTC, mais enfin c'est HTC qui domine. Les Kurdes ont été un peu victimes de cette opération, ils ont cédé du terrain, mais les Kurdes sont obligés de s'entendre avec tout le monde pour survivre, avec le régime, avec l'opposition islamiste, avec les gens qui ont pris Alep, et donc les Kurdes qui jouent un rôle dans cette histoire. Ils sont plutôt les perdants de cette histoire. Ils jouent un rôle, mais les Kurdes ont cédé une ville à HTC, en fait, sans qu'il y ait de combat. Moi, je voudrais, avant qu'on aille plus loin, revenir un tout petit peu en arrière et demander à Alain ce que sont devenues ces masses syriennes qui étaient dans la rue, qui ont essayé d'imposer une forme démocratique au moment où on parlait des printemps arabes. Que sont-ils devenus? Et en même temps, une question sur ces afflux parce que 2011, il y a 2011 et il y a 2015 aussi. 2015, c'est le grand exode des Syriens. Qui sont-ils ceux qui s'en vont justement et qui vont être ensuite dirigés vers l'Allemagne et dont le flux va être interrompu par les accords entre l'Union européenne et la Turquie. La Turquie étant payée par l'Union européenne pour financer des camps de réfugiés et donc pour faire en sorte que plutôt que d'aller jusque en Allemagne et jusque dans le nord de l'Europe, les Syriens qui fuient vivent dans ces camps de réfugiés. Donc voilà les deux questions que je voulais poser à Alain. Les 6 premiers mois de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad, vous avez toute une partie de la classe moyenne et de la bourgeoisie dans la rue, y compris des chrétiens, y compris les Kurdes, y compris même des Alaouites. Le régime de Bachar al-Assad, c'est une famille, c'est une tribu. Ce sont les Alaouites. Et ils sont ultra minoritaires en Syrie. On dit que c'est une vague dissidence de l'islam chiite. Bon, voilà, quelque chose comme ça. Mais ils sont ultra minoritaires. Et la majorité du pays, ce sont des musulmans sunnites. Mais il y a aussi une très forte minorité chrétienne. Et il y a d'autres minorités. Et il y a des minorités ethniques, puisqu'il y a aussi des Druzes et des Kurdes, eux, qui sont pas arabes. Dans un régime qui était au départ laïque. Dans un régime qui était au départ laïque, mais il va se trouver confronté à une révolte qui ressemble à la révolte qu'il y a eu un peu partout dans le monde arabe. Les jeunes, une partie de la bourgeoisie, une partie des élites, tout simplement, une partie des élites diplômées. Dans le cas de la Syrie, vont venir s'ajouter les masses. Les masses, c'est-à-dire les paysans sunnites. Les paysans sunnites, plusieurs années de sécheresse, des grands travaux. Les paysans sunnites vont former une masse prolétaire à l'entrée et à la sortie des villes, prolétarisés, bidonvillisés, si vous voulez, et eux se révoltent pour des raisons économiques et sociales, voire religieuses, puisqu'ils sont travaillés par l'islam politique. Ils sont travaillés par les frères musulmans. Les masses sunnites, l'écrasante majorité des arabes sunnites de Syrie. Alors, ceux qui sont partis les premiers, et ceux qui sont partis, notamment en 2015, c'est la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie, c'était beaucoup de chrétiens, un peu tout le monde, mais c'est en général la petite bourgeoisie, les commerçants. C'est des gens diplômés. Des commerçants, des gens diplômés. D'ailleurs, il y a des faits divers, bien sûr, qui montrent que l'intégration est difficile, mais fondamentalement, l'Allemagne a réussi l'intégration. Fondamentalement, elle a très bien réussi l'intégration. Après, vous avez d'autres grandes vagues d'immigration qui vont aller au Liban et qui vont aller en Turquie. C'est-à-dire que le pays a perdu pratiquement un tiers de sa population. Vous avez 4 millions sans doute de réfugiés syriens en Turquie et vous avez au minimum 1 million de réfugiés syriens au Liban. Et vous avez encore 450 000 ou 400 000 en Jordanie. Donc, vous voyez, à toutes les frontières de la Syrie, et en Irak aussi, vous avez des réfugiés syriens. Les réfugiés syriens, eux, sont majoritairement des paysans sunnites. Eux, ce sont les masses sunnites qui ont fui. Qui ont fui, dans le cas de la Turquie, pas trop loin, pour revenir, quelquefois s'occuper de leur maison, quelquefois refaire du business, recultiver les champs, repartir dans le camp de réfugiés en Turquie. Tout ça est assez compliqué. La même chose, ils ont fui au Liban, ils reviennent, ils repartent. Donc, c'est pas forcément des masses qui sont fixées définitivement au Liban ou en Turquie.
Alain, j'aimerais revenir sur cette autorisation turque donnée aux rebelles syriens pour mener cette attaque. Pourquoi Erdogan a intérêt à ce que les rebelles marchent sur Damas? Ça fait plusieurs années que la Turquie, le président Erdogan, mais l'ensemble des partis turcs, sent bien que l'immigration syrienne est impopulaire en Turquie. L'immigration syrienne a le droit de travailler, donc tous les chantiers de travaux publics, l'agriculture emploient à bas prix des Syriens, des gens qui appartiennent à cette immigration syrienne. Donc, si vous voulez, c'est au Liban comme en Turquie, naturellement, ça pose des problèmes économiques et sociaux, des problèmes d'intégration, des problèmes budgétaires, encore plus au Liban qu'en Turquie. Mais enfin, la Turquie a un dynamisme économique qui fait que beaucoup de réfugiés syriens ont trouvé à s'employer en Turquie. Mais c'est impopulaire. Et donc, Erdogan, lui, s'est emparé de toute une partie de la bande frontalière à l'intérieur de la Syrie, 10 à 15 kilomètres, il a pris des villes importantes, il a chassé les populations kurdes qui étaient installées là, il les a repoussées, et il entend déplacer les Kurdes qui sont réfugiés en Turquie, il entend les déplacer à nouveau en Syrie et leur dire mais installez-vous là, l'armée turque vous protège, l'armée turque, c'est pas seulement l'armée qui est là aussi, c'est des miliciens syriens à la solde d'Ankara qui pour compliquer les choses sont souvent d'anciens d'État islamique que Ankara a récupéré et donc tout ça a chassé les Kurdes, les régions kurdes, et Erdogan veut y mettre les réfugiés syriens qui sont dans son pays. Naturellement, ça suppose une négociation avec Bachar al-Assad. Elle n'aboutit pas assez, et le président Erdogan a fait un coup de force. Il a dit, puisque c'est comme ça, je vais montrer au régime de Bachar al-Assad que nous pouvons le menacer. S'il ne nous aide pas à réinstaller les immigrés Syriens qui sont en Turquie, on peut lui mener la vie dure. Je ne pense pas qu'ils peuvent aller jusqu'à Damas, mais on peut lui mener la vie dure. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe et c'est pour ça qu'il a fallu le feu vert d'Ankara pour que l'Organisation de libération du Levant se lance dans cette opération et s'empare sans se battre, sans combat. Parce qu'il n'y avait pas de soldats syriens, personne ne s'est battu. Les soldats syriens ne se sont pas battus pour d'autres raisons. Ils ne sont pas payés, ils sont sous-payés, le système est totalement corrompu, l'État ne fonctionne pas. Jusqu'où ira la poussée, je ne sais pas. On la ne sait poussée pas, mais des rebelles, on ne sait pas. Après, on peut s'interroger sur le fait que les alliés traditionnels de Bachar al-Assad, qui sont l'Iran et la Russie, sont tous les deux occupés sur des terrains. La Russie en Ukraine, l'Iran dans la guerre que fait Israël au Liban et à Gaza et aussi sur le plan intérieur. Ce sont deux pays qui ont autre chose à faire, peut-être que d'intervenir en Syrie. Est-ce que ça affaiblit pas considérablement le régime en place? Cette opération était en préparation depuis plusieurs semaines. Et pourquoi elle a été déclenchée maintenant ? Elle a été déclenchée maintenant parce qu'Israël a considérablement affaibli le Hezbollah. En temps normal, le Hezbollah aurait été dépêché à Alep pour défendre la ville avec les Iraniens, en temps normal. Mais non seulement l'Iran est très affaibli à la suite des coups que lui ont portés les Israéliens, et le régime est faible en ce moment, il est en voie de succession, et puis ils sont en conflit ouvert avec les États-Unis, donc le régime est relativement faible, mais ces milices arabes qui travaillent pour Téhéran, comme le Hezbollah, elles ont été véritablement diminuées. Et donc le Hezbollah n'a pas la force de venir au secours de la ville d'Alep. L'armée syrienne non plus n'a pas la force parce qu'elle est désorganisée, parce que le système est corrompu, personne ne veut aller dans l'armée et le régime n'existe pas. Il faut comprendre qu'on nous parle du régime de Bachar al-Assad et notamment, je me souviens d'une partie de la classe politique française qui nous parlait du régime de Bachar al-Assad comme d'un régime politique. Non, c'est du gangstérisme, ce sont des gangsters. C'est la seule chose qui les intéresse. C'est la plus grande usine à Captagon de toute l'Europe. Alors, le Captagon, c'est une drogue qui inonde le marché européen, qui est produite en Syrie et le régime tire beaucoup de bénéfices du commerce de ce produit. Personne n'a voulu reconstruire la Syrie. C'est très intéressant. Personne n'a voulu travailler avec Bachar al-Assad. Les Arabes ont essayé de normaliser la relation avec lui. Le Qatar, l'État des Émirats arabes unis ont rouvert une ambassade. L'Arabie saoudite a développé aussi un peu de relations, mais personne ne veut reconstruire la Syrie. Personne ne veut travailler avec ce régime. Les Chinois, à un moment, se sont dit ce serait une bonne implantation pour nous. Et il y a un aéroport qui est fermé dans le nord du Liban. Ils ont pensé à l'acheter, l'aéroport Mouawad. Ils ont pensé l'acheter à un moment.
pour si jamais ils avaient pris la décision de reconstruire la Syrie, d'aider la Syrie à la reconstruction. En fait, ils auraient tout reconstruit. Eh bien, finalement, ils y ont renoncé. Pourquoi tous ces gens ont renoncé? Pas simplement parce que la Syrie est sous sanctions, mais parce qu'il n'y a rien à faire avec ce régime. Ce régime a simplement permis à la Turquie, à la Russie et à l'Iran de se partager un morceau de Syrie. C'est la seconde fois, en gros, que le vent du boulet frôle la tête de Bachar el-Assad. La première fois, c'était après le printemps arabe et les manifestations qui avaient eu lieu et la guerre civile qui s'en est suivie, et où Bachar el-Assad a été sauvé par la Russie, par l'intervention militaire russe qui a été radicale et qui a d'ailleurs nous a permis d'anticiper sur ce que serait d'ailleurs la méthode russe en Ukraine. Et la seconde fois, ça semble être maintenant. Moi, je me souviens d'un discours de Laurent Fabius, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères et qui annonçait sous 6 mois la chute de Bachar el-Assad. Et puis la Russie est intervenue pour empêcher cette chute. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une puissance ou une autre qui peut empêcher la chute de Bachar el-Assad, à savoir peut-être Erdogan, ou est-ce que Erdogan a intérêt à le tenir dans ce qui reste du régime syrien? Prenons les 3 puissances qui sont présentes en Syrie, c'est-à-dire la Russie, l'Iran et la Turquie. Alors, en ce qui concerne la Russie, elle a 3 bases militaires en Syrie. Elle en avait une traditionnellement du temps de l'Union soviétique. Il y a beaucoup de relations entre la Russie et la Syrie depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup de mariages entre les orthodoxes syriens et les soviétiques, mais les Russes, en fait, les Russes. Donc, il y a des liens assez forts entre ces 2 pays. Eh bien, la Russie, elle avait une base, c'était sa porte en Méditerranée orientale, à Tartous. Du fait de la guerre et de son implantation sur place, elle a développé une base d'écoute, pas très loin, et elle a développé une base aérienne aussi. Il y a une assez grosse base aérienne. Tout ça dans la même région, dans la région de Latakia, dans la région alaouite, en fait, le long de la Méditerranée. Bon, apparemment, ils ont dégarni toutes leurs installations militaires. Elles sont toujours là, bien sûr, mais elles ont été, notamment la base aérienne, allégées considérablement à cause de la guerre en Ukraine. On voit déjà que Vladimir Poutine n'ose pas mobiliser et donc il est obligé de recruter 50 000 mercenaires nord-coréens. Donc ça veut dire qu'il a vidé autant que possible sa base ou ses bases en Syrie. Ils y tiennent, c'est quand même leur point d'appui traditionnel. Historiquement, ils y tiennent. Leur accord est tout à fait légal et légitime, leur accord de défense réciproque. Donc ils y tiennent. Alors bon, est-ce qu'ils sont prêts à abandonner Bachar dans la situation où ils sont? Sans doute, parce que la priorité, c'est l'Ukraine, je pense. On ne sait pas, mais c'est pas impossible. En tout cas, leur priorité, c'est pas la Syrie aujourd'hui, c'est l'Ukraine. L'Iran. La République islamique est très affaiblie. Le guide a 85 ans. On ne sait pas qui va lui succéder. Les Israéliens ont porté des coups très durs à la défense antiaérienne iranienne. Les Israéliens ont montré qu'ils avaient infiltré une partie de la direction ou des élites iraniennes avec les opérations qu'ils ont pu mener pour assassiner des chefs du mouvement palestinien Hamas ou du Hezbollah. Donc l'Iran est faible. L'Iran est sur le terrain. L'armée iranienne, enfin les gardiens de la révolution sont sur le terrain. C'est sans doute eux qui assurent la protection rapprochée de Bachar. C'est probablement eux. Est-ce qu'ils sont aussi puissants qu'ils l'étaient dans les années 2011, 2015, 2016? Je ne sais pas. La Turquie, c'est très différent. La Turquie s'est emparée véritablement de toute la bande frontalière. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que les Kurdes de Turquie puissent trouver refuge chez les Kurdes de Syrie et se servir de la partie kurde de Syrie comme d'une base arrière pour faire de la guérilla en Turquie. Il n'est pas impossible que la Turquie reprenne des conversations avec ses propres Kurdes, mais par sécurité, elle veut une bande syrienne à sa botte. La monnaie, c'est la livre turque. L'armée turque, elle est là. Et donc, c'est la Turquie qui commande dans une partie de la Syrie. Alors, quelles seront les relations avec Bachar al-Assad? Je pense qu'elles sont très détériorées entre les 2 hommes, entre Bachar et Erdogan. Mais enfin, bon, ce sont 2 réalistes, on ne sait jamais. Pour terminer, Alain, une question. Lorsque la Syrie était très déstabilisée, on a vu apparaître l'organisation État islamique, Daesh, qui était la base arrière du terrorisme international. Daesh a été plus ou moins vaincu en 2019 par la coalition occidentale. Est-ce que cette nouvelle guerre risque d'ouvrir la possibilité d'une renaissance de Daesh, de l'organisation État islamique, ou est-ce que le mouvement a été complètement, selon vous, détruit? Bon, Daesh est parti d'Irak, mais très vite dans la guerre, Bachar al-Assad a pris une décision stratégique qui était la bonne décision de son point de vue. Il a libéré 500 à 800 islamistes qu'il avait en prison. Il les a libérés,
ils ont été dans la rébellion et ils ont donné à la rébellion syrienne le profil que voulait Bachar al-Assad. Ce sont les djihadistes, les islamistes, ce qui était assez largement vrai, contre un régime qui était laïque, ce qui était aussi assez largement vrai. Donc, il fallait que la guerre prenne ce profil-là. C'était important pour faire hésiter l'opinion occidentale, etc. Donc, la guerre a effectivement pris ce profil-là, dans la mesure où il n'y a pas eu de négociation. À ce moment-là, au tout début, Erdogan dit à Bachar al-Assad, « Écoute, tu dois négocier. Il ne faut pas qu'il y ait une guerre civile en Syrie. Il faut que tu intègres ces gens-là. C'est la bourgeoisie. Tu dois ouvrir la coalition. » Et Bachar ne l'a pas écouté. Bachar ne l'a pas écouté et Erdogan ne lui a pas pardonné puisqu'il a facilité ensuite tous les éléments islamistes au sein de la rébellion syrienne. Il n'a pas écouté. Mais c'est lui qui libère les islamistes, c'est lui. Pendant ce temps-là, en Irak, se crée le mouvement État islamique qui va venir de l'autre côté, ensuite, plus tard, en Syrie. Il existe toujours. Il y a 2 à 4 000 combattants et leurs familles dans la vallée de l'Euphrate. Tout au nord, dans le désert, dans la vallée de l'Euphrate, tantôt en Irak, tantôt en Syrie, dans des villages. Il existe toujours, ils font de temps en temps une percée, etc. Mais ils viendront pas se mêler des affaires si c'est ça votre question, ils viendront pas se mêler des affaires d'Alep ni des affaires de HTC. D'abord, je pense pas que militairement, ils ont les moyens de le faire. Ils sont équipés avec de l'armement léger, ils vivent dans la misère totale. Et on le sait bien, nous, les Français, il y a eu des Français dans la rébellion de l'État islamique, il y a eu des Britanniques aussi, mais il y a eu beaucoup de Français, et donc qui sont partis souvent avec leurs compagnes. Il y a des enfants, et on connaît bien toute cette question des enfants. Donc on connaît même la région dans la vallée de l'Euphrate où ils sont. Tout ça est loin et peut ajouter à la confusion, parce que il y a une guerre entre Israël et l'Iran, etc. Donc on peut au fond se dire, mais tout ça est trop loin, trop confus, alors qu'en fait ça nous concerne très directement. Et moi je voulais juste, avant de terminer, rappeler une date majeure, parce que c'est une date décisive pour le monde dans lequel nous vivons et qui a eu d'immenses conséquences. C'est lorsque Bachar al-Assad a utilisé les armes chimiques contre sa propre population. Et les Occidentaux européens et américains avaient dit, s'il utilise l'arme chimique, il y aura des représailles immédiates. Et donc la France, par la voix de son président François Hollande à l'époque, et la Grande-Bretagne, par la voix de son Premier ministre, avait préparé une offensive en règle aérienne contre Bachar el-Assad à la suite du constat qui avait été fait qu'il utilisait des armes chimiques contre sa population. Et celui qui a reculé au dernier moment, c'est vraiment qui a retiré le tapis sous les pieds de ses alliés au dernier moment, c'est Barack Obama. Et de cette décision de Barack Obama de ne pas intervenir, Vladimir Poutine en a tiré toutes les conséquences. Et voilà comment on arrive à la guerre en Ukraine. Parce que Vladimir Poutine a tiré de cet événement l'idée que de toute façon les Américains n'interviendraient plus et que les Américains laisseraient faire et le laisseraient faire. Et donc voilà comment on arrive à une guerre en Europe à travers ce qui s'est passé dans ce petit pays syrien dont on peut penser qu'il est loin. Il y a en effet des chrétiens dont on se demande qu'est-ce qu'ils vont devenir. Il y a des musulmans qui sont désireux de vivre avec un État démocratique mais qui sont manifestement les sacrifiés de l'histoire. Et on peut d'une certaine façon s'en désintéresser. Ben on ne peut pas parce que ça nous touche très directement. Mais au-delà du fait que ça nous touche très directement, cette décision de Barack Obama est quand même une des plus grandes défaites morales de l'Occident de ces dernières années. Merci beaucoup Alain pour ces explications et ces éclairages. Merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique dans Le Monde et sur lemonde.fr chaque jeudi. Cette semaine, vous nous livrez un portrait de Yulia Mikitenko, une jeune lieutenante de l'armée ukrainienne. Ça vaut le coup d'être lu. Jean-Marie, je rappelle votre émission le jeudi aussi sur France 24. L'émission s'appelle Politique. Merci messieurs, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.